Pour la graphie, comme vous voyez, le Maroc a produit en caractère tifinagh son manuel scolaire. Ce que j'ai constaté aussi, ce qui ressort de l'implémentation, parce qu'on parle de l'implémentation, que font les États pour accompagner la diffusion d'une écriture ou d'un choix de langue? Les informations se font dans les dialectes et les bulletins d'information. L'élève, quand il quitte l'école au Maroc, mis à part quelques pancartes qui sont identifiées par certains spécialistes comme étant écrites de façon erronée ou bien avec des intitulés mal écrits, mal notés. On parle d'une tendance, d'une mauvaise utilisation du tifinagh au Maroc en raison de l'absence de cette implémentation, c'est-à-dire en dehors de la classe. C'est-à-dire dans l'école primaire, c'est un quart d'heure, 20 minutes, un quart d'heure pour un cours de berbère. L'enfant ne trouve ces tifinagh nulle part. Et puis on parle d'une langue standard marocaine. Quand bien même ça serait un projet intéressant, on ne juge pas constitutionnel, on peut les analyser, examiner les raisons de ce choix, mais on ne peut pas dire que ça ne marche pas parce que c'est une langue standard. Non, quelque chose qui ne marche pas parce qu'il n'a pas été accompagné. Donc, les choix, les dispositions mises en place pour accompagner cet enseignement et mettre en place des dispositifs d'accompagnement ont été confrontés par des contradictions qui sont d'essence politique. On choisit des caractères pour des raisons d'arbitrage ou historique, patrimonial. On rejette une graphie répandue, du moins dans une région où s'affiche une assiduité dans les effectifs, une importance dans les effectifs d'enseignement. Donc on comprend parfois que je n'ose pas mettre des termes comme contradiction, mais ce sont des discontinuités, des incohérences au niveau du système qui ont fait que cet enseignement, d'ailleurs les États gagneraient à rendre public un bilan, puisque les revirements qui ont mis en place ces enseignements intègrent une volonté de renouvellement dans la gouvernance politique de ces pays. Donc, ces États ne peuvent pas faire l'économie d'un bilan clair et net sur cet enseignement pour, dans un premier temps, essayer, comme on essaye de faire participer les acteurs publics, individuels et collectifs à la fabrication d'outils, à la manifestation, à la mise en place de manifestations patrimoniales. On pourrait les impliquer, par exemple, dans des enquêtes sur l'enseignement dans les régions concernées. Les implications didactiques et pédagogiques, même si ce n'est pas un travail de sciences de l'éducation, il est clair que ces incohérences vont être perçues par les élèves. Quand bien même l'enseignant est dévoué, beaucoup d'enseignants obtiennent de très très bons résultats avec leurs élèves, une qualité de rédaction, des prix de Tamazir ou d'Amazir au Maroc qui montrent vraiment des aspects positifs de cet enseignement, mais qui butent très très vite sur ces incohérences, et on peut parler d'un sentiment d'insécurité linguistique, c'est-à-dire ces incohérences chez un apprenant le mettent face à la fragilité de sa langue maternelle, parce qu'il s'agit d'une langue maternelle qui a été mise en place dans les régions berbérophones. Quand bien même dans les villes, on peut dire que les gens sont bilingues, apprennent deux langues, parfois ils sont d'origine berbère mais ne parlent pas le berbère. Ce sont des sujets connexes dont on pourrait discuter dans d'autres circonstances.
ce qui est important dans la question de l'enseignement, le fait de montrer ces discontinuités, mais aussi ces continuités, parce qu'il existe des continuités dans la collaboration, dans le champ militant, dans le champ des écrivains de langue berbère. Il existe des espaces parallèles de communication entre les écrivains, entre les militants, y compris entre les enseignants qui arrivent peut-être à échanger sur les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, quand bien même les États ne sont pas favorables à ce type de passerelle. Donc ce sont autant d'éléments positifs qui permettent de faire avancer le débat sur l'enseignabilité et sur l'enseignement de la langue berbère, ce qui prouve aussi, pour finir, que désormais, on ne peut pas évacuer le paradigme de la berbérophonie, de l'autochtonité, de l'importance des réalités culturelles de ces pays-là dans n'importe quel débat politique et géopolitique. Je continuerai avec vous, avec vos questions, et je vous invite à ne pas hésiter à me poser des questions autant d'ordre technique que socio-culturel liées à l'enseignement du berbère et à la gestion du dossier berbère actuellement et au regard de ce qui se passe actuellement dans cette région du monde qui devient de plus en plus intéressante. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé, cette présentation comparée entre les deux États. Moi, ce que je vous propose, c'est que ça soit plus, voilà, que les questions soient plus courtes, parce que je crois qu'on devrait rendre la salle normalement à 18h. Ah ouais. C'est un peu serré là. Je pense qu'ils peuvent nous laisser encore une demi-heure. Voilà, ça serait bien, voilà, que les questions soient très courtes. Merci. Alors, votre avis. Merci. Merci madame pour votre exposé très complet. Je commencerai d'abord par dire, pour ne pas être pris par le temps, il aurait fallu commencer à l'heure. Mais bon, c'est juste Moi j'étais là. une petite. Non, elle était là, madame. Une petite remarque à notre ami Xavier. Mais sinon, moi j'ai d'abord une question concernant l'évaluation. Effectivement, on en a besoin, mais j'ai compris vers la fin que vous avez dit que les États n'ont pas fait de bilan. Est-ce que les universitaires en ont fait un sur le plan quantitatif et qualitatif, c'est-à-dire sur le nombre d'élèves, sur la continuité, sur la qualité des enseignements, est-ce que les élèves savent écrire et parler correctement au bout de combien de temps, etc. Enfin, il y a des modèles d'évaluation. Est-ce que quelque chose a été fait à quelque niveau que ce soit? La deuxième question porte sur la reconnaissance. Il y a, effectivement, vous avez cité cet élément-là en disant par exemple que c'est reconnu dans la Constitution, donc c'est une forme de reconnaissance, mais est-ce que, après vous avez parlé de tous ces obstacles-là, en fait la question que je me pose c'est est-ce qu'on peut réellement compter sur des États qui fondamentalement sont contre l'épanouissement de cette langue et de cette culture pour faire quoi que ce soit? Est-ce qu'il n'y a pas... en fait, c'est un peu vain d'attendre de ces États-là. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières, peut-être d'autres chemins à prendre pour que le peuple ou les peuples amazirs prennent en charge leurs propres problèmes? Le troisième sujet, c'est concernant la graphie. Pour moi, vous avez dit que c'était pas, c'est une question qui ne regardait pas tout le monde parce qu'il faut être un peu du domaine et un peu spécialiste ou du moins compétent.
Pour moi, les seuls qui ne sont pas légitimes à prendre une position sur cette question, comme sur toutes les questions concernant la mazirité, les seuls qui ne sont pas légitimes, ce sont les non-amazirs. À partir du moment où on est amazir, on est légitime à prendre position sur n'importe quelle question qui concerne notre culture et notre langue. Et pour la graphie, par exemple, moi j'estime que les amazirs ont le génie du peuple amazir à inventer quelque chose qui s'appelle Tifinagh. Et nous sommes tous issus nous sommes, enfin en tout cas moi, qui m'estime issu de cette culture-là, ben je suis fier de ce que les Amazirs ont inventé. Et donc pour moi, il n'y a pas à hésiter, c'est Tifinagh, parce que là. Ensuite, le quatrième point, j'ai noté que vous n'avez jamais utilisé, je crois, je me suis peut-être trompé à un moment donné, peut-être que vous l'avez dit, mais vous utilisez beaucoup le terme berbère et jamais le terme amazir. Est-ce que c'est un choix délibéré et pourquoi? Et puis enfin, je trouve que par rapport au manuel que vous avez présenté, dans lequel il y a une partie qui est écrite en arabe, alors que, par exemple, destiné aux élèves en Kabylie qui n'utilisent pas cette graphie-là, je trouve qu'on peut peut-être suivre l'exemple de cet enseignant de Tamazir en Kabylie qui a proposé une solution pour alléger le poids des cartables. Il a dit, puisque ces pages-là à ses élèves ne vous servent à rien, arrachez-les. Merci. Je réponds très vite, je vais essayer. J'aime pas grouper parce que parfois on oublie de répondre à quelqu'un et c'est pas très sympathique pour le public. Je vais essayer de répondre très rapidement. La première question, c'est la question de l'évaluation. Bien évidemment, il existe des travaux. Quand j'ai commencé mon investigation dans ce domaine, je n'ai pas trouvé d'évaluation institutionnelle. D'accord ? Et jusqu'à ce jour, il existe des articles universitaires sur l'enseignement du berbère en Algérie, sur l'enseignement du berbère au Maroc, sur quelques aspects. Ce qui veut dire que l'évaluation est parcellaire. Elle existe, elle est parcellaire. Pour la question de l'évaluation des aspects didactiques, je vous rappelle, je rappellerai à tous que l'évaluation de l'enseignement, elle se fait par le biais d'inspecteurs, autant en Algérie qu'au Maroc. Si au début ces inspecteurs-là sont issus de langues autres, généralement le français et beaucoup plus l'arabe pour le Maroc et certaines régions d'Algérie, ces dernières... il y a environ une décennie, les inspecteurs proprement réservés, spécialistes du berbère, sont en charge d'inspecter l'enseignement. Et en Algérie, je sais qu'il y a des sessions de formation assez importantes, y compris la formation continue. Disons qu'il y a de très nettes évolutions à ce niveau-là. Et beaucoup d'enseignants avec qui j'ai échangé à ce sujet m'assurent de l'amélioration du dispositif d'inspection. Après, qu'est-ce qui se passe? Mes échanges avec les acteurs académiques des universités Tizi Ouzou, Béjaïa, Bouira et Batna rapporte que la tendance est à l'enseignement du berbère à l'université, augmente les effectifs des universités, mais baisse quelque peu le niveau des enseignants issus de ces universités en raison de leur nombre et de la difficulté de trouver un encadrement important. Il reste ces sessions de formation qui permettent l'amélioration de la transposition didactique. En revanche, de nombreux projets, autant en Algérie qu'au Maroc, sont inspirés par ce qui se fait en Méditerranée sur l'enseignement, comme la pédagogie de projet,
Elle a eu un important succès. Je ne connais pas ses résultats, mais il est clair que les enseignants sont quand même... j'ai senti une actualisation de leurs préoccupations pédagogiques. Après, qu'est-ce qu'on pourrait examiner de près? C'est les retombées de cet intérêt à l'évaluation et à l'amélioration, l'optimisation des démarches didactiques et pédagogiques. Je réponds à votre deuxième question. Peut-on compter sur les États? Je serais tentée de vous dire non. Toutefois, il est probablement bienvenu d'accorder un moment d'attente ou de tolérance pour voir qu'est-ce qui peut être proposé dans ce cadre-là. Personnellement, j'ai formulé des propositions dans ce travail pour dire comment cet enseignement peut être géré sans avoir à faire la révolution. Parce que pour ma part, dans un système de régionalisation, chaque dialecte doit être pris en charge à part entière et que la convergence se fasse dans le temps. Il est clair que enseigner le kabyle est plus pragmatique que d'enseigner quelque chose qui est fabriqué dans un laboratoire de linguistique et pour lequel il est difficile de mettre en place des méthodes convergentes. Mais les propositions que j'ai formulées, je les ai voulues, comment dirais-je, conciliantes peut-être, dans un cadre national, quand bien même l'enseignement dans des cadres nationaux est une utopie. J'ai quand même formulé ces propositions, comment peut se faire cet enseignement pour la petite enfance, comment on peut produire des outils d'enseignement dans une région et de façon à la poupée russe, un emboîtement de méthodes et d'ancrages régionaux qui sont inspirés tout simplement d'un réalisme. Voilà, c'est tout à fait empirique. Certes, on a essayé de faire confiance à ces États. Malheureusement, le dossier continue d'être instrumenté. Et on voit très bien la visibilité de la question berbère, de la langue, dans les manifestations actuelles. Si vous suivez le débat, j'aimerais bien que vous regardiez de près la visibilité de la berbéritude chantée par ces États-là dans les manifs. Ce qui veut dire que les politiques de ces États ont réussi à neutraliser le peuple sur ses vraies réalités. Je le dénonce aujourd'hui. Donc faire confiance, oui, dans un premier temps pour dire on va voir ce que vous allez, où est-ce que vous allez nous emmener. Mais ensuite, les réalités du terrain dictent autre chose. Et je l'ai formulé de façon très claire, quand bien même mes propositions restent des propositions dans des cadres nationaux valables pour l'Algérie et pour le Maroc. Elles sont en ligne. Il y a 6 axes de propositions dans le travail que j'ai mené et qui reste intermédiaire entre les projections centralisantes de nos États actuels, qu'ils soient monarchiques ou l'État algérien. Pour revenir à la question de la graphie, je n'avais pas parlé d'exclusivité du débat au monde académique. J'ai dit que la question de la graphie est instrumentée dans le débat public, elle est jetée dans l'arène publique pour être un espace de confrontation qui est motivé probablement par d'autres raisons. Mais l'incertitude et l'incohérence des États ont fragilisé ce volet, le volet mise en graphie de la langue berbère, et on en fait un objet d'instrumentation. Ensuite, autant ceux qui défendent la graphie arabe ou la graphie tifinagh, pour la majorité, ils n'utilisent pas cette graphie pour produire un moindre bonjour. Leur argument est en cours de fabrication, il n'existe pas. Pour l'utilisation de berbère, je précise, berbère, je l'ai utilisé parce que c'est un usage
académique. Nous sommes en France, je fais mes travaux académiques en France, j'ai utilisé le terme berbère tel qu'il a été utilisé par mes prédécesseurs. Ensuite, quand bien même je voudrais utiliser le terme amazir, je rappelle que ce terme n'est pas plus berbère, pas plus amazir que ne l'est le mot kabyle, tajlhit ou chaoui, parce que lui aussi a un usage historique, politique, patrimonial. Donc, il a été utilisé par le mouvement culturel berbère dans une démarche que ma génération considère comme un mythe. La langue berbère, excusez-moi les anciens qui sont là, et voilà, c'est un mythe comme le mythe de la langue arabe. Ils ont un peu copié leur ennemi, comme on dit. Le mot amazir, il est utilisé pour tamazirt dans le Moyen Atlas pour parler du dialecte du Moyen Atlas, et c'est la seule appellation réelle de amazir, et son utilisation intensive dans des cadres institutionnels et patrimoniaux en Algérie est symptomatique. De quoi? Elle est symptomatique d'un déni, d'un procès qu'on fait à une région qu'on ne veut pas nommer. C'est la Kabylie. Voilà. Cela étant, amazir s'utilise aussi dans Wikipédia, dans Internet, oui, dans la télé française et tout ça. Le mot amazir est contemporain, on va dire. Moi, j'explique pourquoi je l'ai utilisé. Ce n'est pas une préférence idéologique, mais je disais en parallèle que cette appellation amazir n'est pas forcément objective. Je voulais poser une question. Excusez-moi. Il y a une quatrième question. Ah oui, vous avez parlé du manuel. Excusez-moi, j'ai oublié la cinquième. Vous m'avez posé 5. Vous m'avez rappelé. Manuel scolaire. Je pense que je vous rappelle. C'est un témoignage que je fais là à propos de manuel. Le fait d'avoir fait partie du premier contingent d'enseignants de berbère a motivé mon travail académique. Donc au début, je me suis engagée dans le travail sur l'aménagement linguistique, sur la graphie, sur la notation usuelle. Et quand j'ai participé à cet enseignement dès 1995, je me suis posé beaucoup de questions et je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cet enseignement. Je l'ai réalisé bien plus tard, mais je l'ai quand même fait. Et le premier manuel qui a été produit par le ministère de l'Éducation nationale en faisant participer quelques enseignants, mais qui devaient suivre des indications. Il a été produit en partie en graphie arabe en graphie arabe, en graphie latine, avec une demande de mise en application d'exercices en caractère tifinagh avec des tableaux indicatifs. Et ce manuel a été déchiré devant l'Académie de Tizi Ouzou dans un mouvement de contestation auquel moi-même j'ai pris part. Donc arraché, on ne l'a pas déchiré, mais c'était symbolique, on l'avait jeté. Je doute que ce soit la meilleure solution de poster contre un manuel scolaire. Il suffit de produire d'autres outils, et c'est ce que font beaucoup d'enseignants. Ils utilisent la partie, voilà. Alors, il y a après, voilà. Un grand merci pour cet exposé très très synthétique et aussi loin de l'approche académique, très clair aussi, j'ai apprécié. J'ai appris aujourd'hui, c'est vrai quand vous avez parlé de rivalité militique, moi ce n'est pas un terme que j'ai inventé. Non. C'est René Girard. Oui, vous connaissez, je suppose. Et j'ai pensé avant, en lien toujours avec. Moi, je vais parler à un régime marocain de Hassan II. C'est quand il est arrivé au pouvoir, bien sûr, il y a quelque chose de cet ordre. Il y a des discours, mais qui sont révolutionnaires, dans le sens, mais
moi, je l'ai vu, bien sûr, par rapport à ce qui se passe dans les années 60 en Algérie, bien évidemment. C'est un petit peu, quand je dis révolutionnaire, dans la façon d'utiliser des mots, tout ça. Je passe. Ma question, c'est simple. Quand vous avez parlé un petit peu des acteurs, bien sûr, Berkane, c'est une fabrication. Moi, je considère que c'est une fabrication, bien sûr, qui répond qui devance. Je suis obligée d'appeler ça dispositif. Oui. Non, mais, ma question, c'est dans votre recherche, est-ce que vous avez, surtout concernant les acteurs, les vrais acteurs, moi, j'ai dans la mémoire un petit peu cette revue Souffle des années 70, où la question, bien sûr, berbère, des langues, différentes langues, a été posée aussi à côté de la question palestinienne, la libération ou l'égalité homme-femme. Est-ce que vous avez pu un petit peu aller plus loin pour chercher un petit peu les racines de ce mouvement qui a commencé dans les années 70 au Maroc et qui a milité aussi pour... D'accord. Voilà, j'ai renseigné dans mon investigation les mouvements Intilaqa et l'Aman. Ce sont des mouvements de gauche, d'extrême gauche, disons marxisants, qui ont mené un travail de sensibilisation fortement réprimé au Maroc à l'époque, mais qui ont permis une conscientisation de la société et qui ont ouvert quelque peu, mais de façon qui reste marginale. Je ne sais pas ce que vous pensez. Intilaqa, dans leur bulletins, magazines, ouvraient des petites pages. Par exemple, j'ai pu découvrir des pages en rifin, sur la littérature rifaine. J'ai découvert des écrits de Mohamed Shafir. J'ai découvert des écrits d'autres acteurs militants. Mais nous sommes bien d'accord, et c'est admis maintenant, c'est connu, que dans ces milieux-là, dès que les questions identitaires, linguistiques, revendicatives, en termes de ce qu'on appelle en socio... Permettez-moi d'utiliser un terme. J'ai essayé de vraiment rendre grand public cette communication, c'est pas un séminaire, mais j'utiliserai quand même ce terme, c'est l'individuation linguistique. À partir du moment où un groupe de locuteurs reconnaissent leur langue comme étant une entité entière, avec une culture, avec une présence, et un passé et un présent savant et vécu, on parle d'individuation linguistique, et il y a une tentative d'affirmation et de mise en avant, et ce sont des démarches, avouons-le, qui ne sont pas très appréciées dans les milieux marxisants. Nous les avons pratiquées à Alger, on connaît très bien, ils ont eu le mérite d'ouvrir le débat sur beaucoup de questions liées aux libertés individuelles, aux libertés collectives, à l'égalité, sachant que l'on peut régler les questions sociétales par le biais d'égalité sociale, d'accès au savoir, de la condition féminine. Bien évidemment, ce sont des combats qui se sont retrouvés en convergence avec les mouvements culturels berbères. C'est probablement pour cela qu'un document comme le séminaire de Yakouren met l'arabe dialectal en première position. Moi, j'y vois une tentative de conciliation entre les milieux marxisants et les milieux berbéristes, sachant que parmi les berbéristes, il y avait des marxisants d'une autre génération. Mais je pense que c'est une première étape qui a permis à ces pays-là de chercher à exister dans des espaces comme l'espace méditerranéen, avec une dignité recherchée, en accordant aussi une existence à l'identité et à la langue, à condition qu'elle se fasse dans des cadres, comment dirais-je, unitaires.